propos du rôle des voyages et des voyageurs sur la pensée des Lumières. Je rappelle que dans le cas de la Perse, il s'agit essentiellement des récits de voyage de Tavernier et de Chardin. Voltaire mettant le bout du nez dans ce vaste domaine de l'Orient qui va l'intéresser de plus en plus, mais à l'égard duquel il va beaucoup changer de position. La pensée des Lumières s'accroche à tout ce qui lui permet de construire des idées et de leur donner une base dans le réel. Pour Goethe, l'exemple d'une sagesse, l'expression d'une sagesse venue de l'Orient et dans laquelle l'Occident a beaucoup appuyé, eh bien, ce sont les Parsis. Il n'est pas impossible de concilier la rationalité avec le lyrisme, avec la poésie. Je suis heureuse de commencer, mais je suis un peu aussi angoissée. Je ne sais pas, quand on commence, on ne sait pas toujours comment ça va aller. Moi, je n'aime pas être à la place de celui qui va parler le premier. C'est Madame Denise Brahimi qui va nous parler des Lumières européennes et que les Lumières européennes n'existeraient pas sans leur prise en compte de tout ce qui leur vient d'ailleurs. Bon, je vais céder la parole à Madame Denise. Elle dispose de 20 minutes pour parler. Voilà. Ça va te faire bien. Il faut appuyer là sûrement. Oui, voilà. Bon, alors, vous imaginez bien que je vais commencer par des remerciements, et ils sont sincères, croyez-le bien. C'est un vrai bonheur, d'une part, de se retrouver ici, entre nous, nous nous connaissons, en tout cas un certain nombre d'entre nous, et donc il y a le plaisir de savoir que nous sommes nombreux, en tout cas plusieurs, à partager des opinions semblables. C'est un vrai plaisir, et puis dans un lieu comme celui-ci, évidemment, ça change tout. Alors, ceci dit, je ne peux pas m'étendre longuement, comme j'aimerais le faire, sur cette présentation, parce que, comme vient de rappeler la présidente de cette séance, 20 minutes, et bon, en un sens, c'est bon signe, ça veut dire que tant de gens ont répondu à l'appel qu'il a fallu faire de la place pour tout le monde, tant mieux, mais comme en plus je me suis embarquée dans un projet qui en principe demanderait beaucoup de temps, je vais devoir me livrer à des acrobaties bizarres dont vous serez les victimes. Je veux dire que je vais en effet parler de plusieurs personnages des Lumières, parmi les plus connus d'ailleurs, hein, sans aller chercher bien loin, mais pour chacun d'eux, étant donné que il y en a 4, ça fait même pas 5 minutes par personne, je vais pointer un aspect ou deux, et vous saurez que bien sûr, c'est tout à fait réducteur par rapport à ce qu'il faudrait dire. Heureusement, d'autres communications reviendront sur certains des points ou certains des auteurs. Et puis, bon, c'est arbitraire aussi, parce que les points que je vais retenir ne sont pas forcément ceux que quelqu'un d'autre aurait retenus. Je voulais juste, avant de commencer, vous dire encore à quel point cette affaire des Lumières qui nous occupe, qui même nous passionne, on peut aller jusque-là, eh bien, elle ne passionne pas que nous, et mine de rien, ce n'est absolument pas une question historique, tout le monde en est convaincu, c'est une question très actuelle. J'ai apporté un article que j'ai découpé dans un magazine il n'y a même pas 3 semaines, je crois, à propos d'un livre qui s'appelle « L'héritage des Lumières ». Et je voulais juste vous donner le nom de l'auteur. C'est quelqu'un qui s'appelle Antoine Lilti, qui est à l'école et aux études en sciences sociales, et qui explique à quel point on se déchire de nos jours autour de cet héritage des Lumières, qui est donc au cœur de l'actualité. Ça, je pense qu'ici, en Tunisie, on en est bien convaincu. Alors, voilà donc un rappel de ce livre. Maintenant,
Comme je vous disais, je vais prendre successivement et dans l'ordre chronologique les 4 auteurs dont je vais parler pour une œuvre, enfin quelques aspects minuscules, hein, si on peut dire, parce qu'ils abordent toujours des grands sujets, donc ce n'est pas minuscule, mais ce que je vais dire moi est minuscule. Donc, nous suivons la chronologie du XVIIIe siècle, et même un peu en débordant sur le début du XIXe, parce que les Lumières ne se cadrent pas évidemment rigoureusement sur le XVIIIe siècle. Et je vais commencer par le premier d'entre eux chronologiquement, qui a été évoqué inévitablement par tout le monde, à savoir Montesquieu. Parce que je voulais simplement revenir un tout petit peu sur les lettres persanes, pour la bonne raison que dans le titre même de cet ouvrage, il y a ce mot persane, qui peut-être n'existerait plus puisqu'il a été remplacé par le mot Iran, mais sans Montesquieu notamment, et sans la pensée des Lumières. Alors, le premier de ceux dont je vais parler chronologiquement, qu'est-ce que ça veut dire comme date? Peut-être qu'on pourra par la suite photocopier quelques pages, dont l'une est non pas une bibliographie, certainement pas, mais indique quelques dates repères. Donc pour ce qui est des lettres persanes, la date qu'on donne toujours, c'est 1727, ce qui nous met, par rapport aux Lumières, dans le début de ce mouvement, à un moment où les Lumières ne sont peut-être pas aussi conscientes d'elles-mêmes et de leur mission qu'elles le deviendront. Mais c'est une œuvre, fondée beaucoup plus sur l'enthousiasme que sur le besoin de théoriser et de convaincre. Néanmoins, Montesquieu lui-même, quand il choisit, quand il fait cette espèce d'invention qui consiste à imaginer 2 Persans, Usbek et Rica, venant à Paris, quand il fait cette invention, il accomplit une espèce de renversement tout à fait remarquable, puisque ça va être le point de vue de l'extérieur sur la France, sur Paris, hein, parce qu'il se limite à Paris. Donc c'est déjà en soi une belle révolution. Et c'est une révolution qui va lui permettre de jouer, si je puis dire, sur 2 tableaux. Alors c'est quoi les 2 tableaux? C'est d'une part le fait que, à travers les 2 personnages persans, Usbek et Rica, Montesquieu va faire la critique de ce qui se passe en Perse, et notamment dans le sérail du grand seigneur ou de gens comme Usbek. Hein. Alors, critique de tout ce qui lui paraît correspondre à un gouvernement despotique, notamment féroce à l'égard des femmes, puisqu'il imagine, lui, Montesquieu, une espèce d'histoire au terme de laquelle la femme principale du sérail de Usbek, une certaine Roxane, va se révolter contre lui en son absence et exprimer un thème très à la mode qui est celui du désir et du besoin de liberté chez les femmes et de leur aptitude à conquérir cette liberté. Donc dans ce cas-là, à travers Roxane et ses rapports avec Usbek, etc., nous voyons une critique d'une société extérieure à la France, puisque en France, au contraire, Montesquieu dit que les femmes sont étonnamment libres et que c'est tant mieux, que c'est très bien comme ça, et il donne toutes sortes d'exemples de cette liberté, et il dit c'est très bien pour elles, ça leur fait plaisir, et à nous les hommes aussi, parce qu'on profite de leur liberté, donc très bien comme ça. Alors vous voyez, c'est un premier aspect de la façon dont il procède, mais l'autre aspect, c'est d'utiliser cet exemple oriental pour cette présence de 2 Persans à Paris, il l'utilise pour faire la critique de Paris et des mœurs parisiennes. Donc vous avez le double aspect, d'un côté comme de l'autre, et critique de toutes sortes de mœurs parisiennes, du gouvernement, il faut dire que c'est l'époque de la Régence, il y a un roi Louis XIV très vieux qui est en train d'agoniser, et un futur roi qui va s'appeler le Régent, et qui est un incapable absolu. Évidemment, Montesquieu dit tout ça très crûment, en prêtant la parole qui est la sienne à ces 2 Persans.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette technique du renversement, il l'emploie à fond, et que utiliser l'altérité, utiliser les étrangers, c'est dans les deux sens, ça fonctionne dans les deux sens. C'est faire la critique de ce qui, dans l'étranger, doit nous servir de repoussoir. Nous ne voulons pas de cette attitude de l'étranger, notamment à l'égard des femmes, mais c'est utiliser aussi à fond cette présence des étrangers pour faire la critique de nous-mêmes, nous-mêmes ici étant la France, les Parisiens, etc. Alors, vous voyez, déjà, on peut dire que c'est ambigu, non pas au sens où ça ne serait pas clair, c'est parfaitement clair, mais c'est double, c'est jamais une pensée simple. Et tout ça, est-ce que c'est complètement imaginaire? Est-ce que c'est parce qu'il a voulu inventer une histoire où à la fin une femme se venge de son mari tyrannique? Eh bien pas du tout, parce qu'au départ, il y a quand même des textes très précis, des textes de voyageurs. On a eu l'occasion d'en parler à propos du rôle des voyages et des voyageurs sur la pensée des Lumières. Je rappelle que dans le cas de la Perse, il s'agit essentiellement des récits de voyage de Tavernier et de Chardin. Alors, il s'appuie complètement là-dessus, mais en quoi est-il un philosophe? Il est un philosophe en ceci que pour lui, les faits, c'est une chose, les faits existent, et on doit en tenir compte, et on doit surtout les connaître, et à travers les récits de voyage notamment, dans la mesure où les récits de voyage comportent toujours une partie ethnographique. Mais d'un autre côté, les faits en eux-mêmes ne sont rien, tout est dans ce qu'on en tire, dans cette réflexion qui d'ailleurs ne se dit pas forcément de façon didactique, comme un enseignement, ça peut se dire de façon tout à fait amusante, mais tout est dans ce qu'on fait des textes, des témoignages, des récits, et c'est là qu'intervient la place du philosophe qui est essentielle. Alors, je passe au deuxième de ce dont je vais vous parler rapidement aujourd'hui, naturellement. Ce sera Voltaire, puisqu'il est absolument incontournable et que lui a l'avantage d'écrire sur toute une partie du XVIIIe siècle, de recouvrir une grande partie des Lumières. Je n'ai pas l'intention de le suivre à travers ce périple, je vais simplement rappeler, pour montrer à quel point la pensée des Lumières est souple, s'adapte, est née d'une réflexion constante. Donc je vais rappeler comment ça se passe pour Voltaire. Il part d'une position en apparence, comment dire, Orient égale repoussoir, ou islam égale repoussoir, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'on peut souhaiter et désirer, et ça se voit dans cette pièce de théâtre de Voltaire, consacrée à celui que traditionnellement au XVIIIe siècle en France on appelle Mahomet, et naturellement ce Mahomet va figurer pour Voltaire l'image même du fanatisme. Le mot est dit, c'est le mot essentiel. Donc, il fait cela, encore une fois, pas du tout par son invention, mais en s'inspirant d'un texte qui est souvent cité pour les spécialistes des Lumières et de ce siècle-là. Le texte qui est 1730 s'intitule « La vie de Mahomet » avec des réflexions sur la religion mahométane et les coutumes des musulmans, texte qui a été très très lu et donc repris en partie par Voltaire, mais d'une façon qui ne le satisfait pas complètement. Et il dit ce qu'il a derrière la tête quand il intitule sa pièce de 1739, jouée en 1741, il l'intitule « Le fanatisme ou Mahomet ». Ce qui veut dire que son ennemi personnel, c'est le fanatisme, et que le fanatisme, pour lui, ce n'est pas du tout une spécialité musulmane. Il se trouve qu'il a cet exemple-là à disposition pour en faire une pièce de théâtre, puisque le théâtre, c'est le grand genre du XVIIIe, comme sera l'opéra en Italie au XIXe. Donc, tout se met en pièce de théâtre, mais ce Mahomet qu'il a trouvé donc, chez le comte de Boulainvilliers n'est pas
convaincant du tout en tant que musulman, si je puis dire. C'est un personnage un peu fabriqué et à tel point fabriqué ou allusif que beaucoup de gens à l'époque ont pensé qu'à travers Mahomet, c'était du pape qu'il était question. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas voir dans cette pièce une critique de l'islam. On y voit Voltaire mettant le bout du nez dans ce vaste domaine de l'Orient qui va l'intéresser de plus en plus, mais à l'égard duquel il va beaucoup changer de position, notamment à cause de toutes les informations qu'il trouve dans la bibliothèque orientale de Barthélemy d'Herbelot, qui a été cité, qui est un texte de 1797, et puis dans le fait qu'il va trouver un autre personnage qui va servir de support à ses idées en faveur de la tolérance, un autre personnage oriental qui n'est plus Mahomet, mais qui, à partir d'un certain moment, devient Saladin. Saladin, personnage historique, Saladin, le Saladin des croisades du XIIe siècle, qui a été sultan d'Égypte, émir de Damas, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il modifie son approche tout au long de sa vie, parce que ce qui l'intéresse, c'est de trouver des exemples et des contre-exemples. Donc, on retrouve ce qu'on disait à propos de Montesquieu, il faut les deux points de vue. C'est des gens qui sont profondément, mobiles, susceptibles de changer de position, et c'est pour ça qu'ils sont absolument étrangers à ce qu'on s'est mis à appeler, à juste titre, la pensée unique. De nos jours, ce n'est pas un compliment quand on parle de pensée unique, à mon avis. Il vaut beaucoup mieux une pensée dialogique, c'est-à-dire qui met en présence deux positions tout à fait différentes et qui essaie de les faire fonctionner l'une par rapport à l'autre. Alors, je n'insiste pas plus longtemps sur Voltaire parce que je crois que c'est encore le plus connu, bon, peut-être à cause des contes de Zadig et de Candide, mais terminons sur cette vision finale de Candide. Où est la sagesse? Où est la vraie philosophie? Eh bien, elle est chez ce vieux sage jardinier et musulman qu'il imagine en Turquie, et autour duquel il regroupe ce qu'ont été tous les personnages du conte, Candide, pour en faire des adeptes de la sagesse orientale, quitte à nous de mettre derrière ce mot tout ce à quoi nous croyons. Alors, je passe à un texte que je voulais introduire dans cette sélection, qui est de Diderot, parce que, pour une fois, il ne sera pas question de l'islam, etc., etc. C'est pour montrer que la pensée des Lumières s'accroche à tout ce qui lui permet de construire des idées et de leur donner une base dans le réel. Alors, toujours le même principe, une base dans un réel connu par les récits de voyage, ici, le voyage d'un certain Bougainville, qui est un vrai voyageur, un vrai marin, et qui a fait le tour du monde, ce qui a été un événement tout à fait extraordinaire pour l'époque. Et Diderot, comme tous les gens, les intellectuels de l'époque, a évidemment lu ce récit de voyage de Bougainville, et il y a trouvé quelque chose qui lui a paru totalement fascinant. C'est ce que Bougainville raconte à propos de l'île de Tahiti, parce qu'on ne la connaissait pas encore. Alors, cette île de Tahiti va devenir le point de départ pour Diderot d'une réflexion qui est très riche en provocations diverses et qui reste absolument d'actualité à tel point que dans ce qu'on a appelé la pensée 68, alors cette fois il s'agit de mai 68, vous voyez, on fait un grand bond dans l'espace. On a beaucoup lu ce supplément Voyage de Bougainville de Diderot, d'autant plus qu'il est extrêmement drôle, ce texte. Mais il n'est pas seulement drôle. Alors, pour ce qui nous intéresse, je dirais qu'un de ces aspects, c'est l'anticolonialisme. Évident, il y a un vieillard, un vieillard tahitien qui, au moment où Bougainville repart sur son bateau avec son équipage français, ce vieillard dit « Mais partez, partez, qu'on ne vous voit plus, on ne veut plus entendre parler de vous, vous nous apportez que du malheur, on sait très bien ce qui va se passer si vous vous implantez, nous ne voulons plus vous voir, partez, partez, partez ». Alors ça s'appelle « Les adieux du vieillard » et c'est un des grands textes anticolonialistes, sans aucun doute, d'autant qu'il est magnifique en plus. Alors, le deuxième aspect sur lequel j'insiste, alors,
admettez avec moi qu'il y a une part de provocation chez Diderot qui s'amuse, et il montre bien qu'il s'amuse. Ce deuxième texte, ce deuxième aspect du supplément Voyage de Bougainville est là pour justifier le sous-titre de ce supplément qui s'appelle, bon, je ne me rappelle plus, voilà, sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas. Alors, ça a l'air un peu tarabiscoté, c'est très simple. Les actions physiques, c'est tout ce qui touche la sexualité. Et attacher des idées morales à cela, c'est ce que fait l'Église qui récupère la sexualité pour en faire une espèce d'ensemble extraordinaire de tabous et surtout d'interdits, maintenant les gens sous la coupe que la religion leur impose en leur imposant de refouler leurs instincts. Donc c'est contre cette attitude de l'Église catholique que Diderot se rebelle. Il le fait de façon très drôle à travers un personnage qui est l'aumônier du bateau de Bougainville. Alors Bougainville a bien raconté ça en effet, que ben, voilà, les braves Tahitiens leur ont offert des femmes quand ils sont arrivés, parmi les cadeaux, fruits, fleurs ou je ne sais quoi, il y a mais la possibilité d'avoir des femmes. Vous pensez bien que c'est quand même un propos provocateur, même dans la France du XVIIIe siècle où les mœurs étaient parfois un peu libres. Très provocateur. Alors, Diderot s'amuse beaucoup parce qu'évidemment, l'aumônier, d'ailleurs, normalement, assez scandalisé au début. Et puis après, il dit, oh, ben, je ne peux pas refuser quand même, je vais pas refuser une offrande à ces gens-là, je leur fais offense. Bon, je passe vite parce que je vais vous regarder votre monde. Donc, vous voyez, à partir d'un récit de voyage contemporain bien réel, Diderot fabrique un ensemble de situations, souvent drôles, parfois véhémentes, qui vont toutes dans le même sens, le sens de l'esprit des Lumières, pour une libération par rapport aux dogmes imposés comme autant d'interdits, principalement par l'Église catholique et par les mœurs qui en découlent et qui sont supposées être les mœurs dominantes. Je ne vais pas avoir le temps de m'étendre sur ce qui était pourtant peut-être la nouveauté de ce que je pouvais vous dire, puisqu'il s'agit de ce texte qui n'est pas français d'origine, qui s'appelle le Divan ou Diwan, on prononcera comme on voudra, et qui est parfaitement au cœur de notre sujet, puisque c'est un texte de l'allemand Goethe qui allie dans son titre même l'Orient et l'Occident. Ça s'appelle, le titre plus détaillé, c'est le divan occidental-oriental. Il y a les deux mots, et c'est une mise en contact permanente, d'où il ressort que l'Occident a évidemment beaucoup à retirer de la connaissance de la poésie, des grands maîtres de la poésie persane, arabe et persane principalement, et son livre, le Diwan, présente les textes dans leur langue d'origine et dans leur traduction. Pourquoi Goethe, à la fin de sa vie, et à un moment qui est déjà le début du XIXe siècle, hein, de 1814 à 1819, pourquoi il se lance dans cette aventure pour laquelle, attention, il a travaillé, il a beaucoup lu, tout ce qu'on appelle l'orientalisme savant, celui des savants, qui est très développé en Allemagne, celui de Herder notamment, lui s'inspire particulièrement de quelqu'un qui s'appelle Hammer, et donc, il a, pendant des années, des mois, très sérieusement, appris le persan pour essayer d'apprécier l'un des diwan, notamment celui de Hafiz, qu'il trouvait particulièrement beau et intéressant. Alors, à quoi lui sert cette pensée qui émane de la poésie du diwan persan, de la poésie des grands maîtres persans? Eh bien, ça lui sert à lui, Goethe, à définir une compatibilité entre la poésie comme lyrisme et la rationalité qui ne s'abandonne pas à un rejet total de toute pensée philosophique.
C'est important parce que quand Goethe écrit, c'est le début, déjà en Allemagne assez avancé, de ce qu'on a appelé le romantisme, hein, c'est tout bêtement de l'histoire littéraire, ça. Eh bien, ce romantisme a une forte tendance irrationnelle. Et Goethe, à bien des égards, est tenté par le lyrisme romantique et le pratique lui-même, mais pour autant, il ne veut absolument pas renoncer à la rationalité. Il pense que c'est parfaitement compatible de définir, alors un Dieu qui évidemment n'a rien à voir avec le Dieu ni des catholiques ni des protestants, hein. C'est un Dieu philosophique et dont l'expression est poétique et passe par les poètes, notamment par les soufis, puisque Hafiz représente une variété de soufis sur laquelle je ne vais évidemment pas vous donner des détails. Alors, pour finir, là encore, la pensée des Lumières, elle est concrète, elle s'appuie sur des exemples. Ce sont des gens qui croient à la pensée, à la philosophie, etc., mais qui s'appuient sur des bases solides. Alors, pour Goethe, l'exemple d'une sagesse, l'expression d'une sagesse venue de l'Orient et dans laquelle l'Occident a beaucoup appuyé, eh bien, ce sont les Parsis. Parce que les Parsis ont une religion qui préexiste à l'introduction de l'islam dans le monde perse de l'époque, et encore une fois, sans détailler la chose, il pense, lui, Goethe, que les Parsis pourraient nous servir de modèle pour concilier toutes sortes d'idées philosophiques avec une sorte d'engagement dans un sublime qui reste de type rationnel. Vous voyez à quel point tout cela mériterait d'être détaillé, ce que je ne vais pas faire puisque, bien sûr, je m'arrête, enfin, mais il en ressort que s'il y a bien un exemple que ces gens-là nous donnent, c'est qu'il faut connaître. Il faut connaître, et à partir de la connaissance des faits, des lieux, des autres cultures et civilisations, il faut retravailler celle que nous croyons être la nôtre, mais c'est tout. Voilà, donc, j'arrête là. Non, j'obéis. Ah non, ça veut dire que je peux. Oui. Ah bon, excusez-moi, vous savez, on a tellement l'habitude qu'on vous dise « Attends, c'est fini, arrêtez. » Même quand c'est le contraire. Bon, écoutez, moi je crois, je prêche pour quelque chose que je ne connais pas. Alors franchement, c'est un petit peu audacieux de ma part, mais je crois que nous avons beaucoup à apprendre en réfléchissant à ce texte qui, pour des Français, des gens de langue française, n'est pas tellement abordable, et qui est le Diwan. Je prône des travaux de recherche à partir du Diwan, parce que peut-être qu'il y a là une solution. Je crois que nous n'avons nullement l'intention, ni les uns ni les autres, de renoncer à la transcendance, un certain sublime, qui n'a vraisemblablement rien à voir avec aucune religion actuellement en vigueur, nous pouvons nous en passer, mais nous ne pouvons peut-être pas nous passer de tout ce que la poésie apporte, et ça, ce serait bien dommage. Et il n'est pas impossible de concilier la rationalité avec le lyrisme, avec la poésie. Donc, c'est ce que je retiendrai de cet exemple de Goethe, pour dire que, comme il est déjà un homme du XIXe siècle et qu'il a connu des problèmes que les gens des Lumières ne connaissaient pas, il est un bon maître pour nous. Et nous avons besoin de bons maîtres pour nous aider, parce que les temps sont difficiles. Alors appuyons-nous sur ces solides piliers de la pensée dite des Lumières, et que tout simplement une pensée rationnelle qui refuse le fanatisme et l'intolérance. Bon, cette fois j'arrête pour de bon. Voilà. Merci.